Bien, bonjour à toutes et à tous. Ceci est la première vidéo concernant l'œuvre suivie, à savoir les pensées pour soi-même de Marc Aurèle. Cette vidéo sera suivie par plusieurs autres qui seront des explications de texte prélevées au sein de l'œuvre. Alors, les pensées pour soi-même. Vous avez dû vous procurer l'édition que j'avais recommandée, à savoir l'édition de Mario Meunier, qui est publiée en GF. À ma connaissance, c'est la meilleure traduction. Bon, c'est une très bonne édition. Alors, un petit mot sur l'auteur. C'est assez inhabituel qu'une œuvre de philosophie soit pas rédigée par, disons, un philosophe de métier. Marc Aurèle, il avait un métier très particulier, celui d'empereur de Rome. Bon, Marc Aurèle était chef de l'Empire romain, donc l'empereur, entre l'année 139 et sa mort en 180. Donc il a donc été empereur pendant à peu près 41 ans, hein, c'est assez long. Euh, C'est assez inhabituel donc de voir se conjuguer ces deux figures que sont le philosophe et le chef d'État. Bon, alors un petit mot quand même sur cette personnalité très particulière qu'a été Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est quelqu'un qui a été amené à la philosophie par ses enseignants. C'est quelqu'un qui a découvert la philosophie à travers deux de ses enseignants. D'abord Fronton, son professeur de rhétorique, et ensuite Junius, même s'il n'y a pas de J dans l'alphabet romain, qui a été vraiment son professeur de philosophie pendant ses études. Il faut savoir qu'à l'époque, un jeune aristocrate romain ne peut pas se passer de faire de la philosophie. Ça fait partie du cursus ordinaire du jeune homme qui aspire à devenir sénateur ou à ou à occuper des hautes fonctions dans l'Empire. Ce qui est plus particulier avec Marc Aurèle, c'est que il a fait de la philosophie un véritable mode de vie, une véritable façon de styliser son existence, ce qui n'était pas nécessairement le cas de beaucoup de ses congénères. Ce qui m'amène à un deuxième point, à savoir qu'est-ce que la philosophie dans l'Antiquité grecque? J'ai dû avoir l'occasion de vous dire en cours que on considère habituellement qu'il y a quatre grandes écoles de philosophie, quatre grandes traditions philosophiques dans l'Antiquité gréco-romaine. Le platonisme, donc toute la philosophie qui va être issue de Platon, l'aristotélisme, qui commence donc avec Aristote, l'épicurisme, qui encore une fois commence avec son fondateur, à savoir Épicure, et une quatrième tradition, qui est celle à laquelle va se rattacher Marc Aurèle, qui s'appelle le stoïcisme. Le stoïcisme, alors cette fois le nom ne vient pas du fondateur de l'école, mais plutôt du lieu où enseignaient les stoïciens. Ils avaient la réputation, du moins à Athènes, d'enseigner sous un portique. Portique qui se dit stoa en grec. Donc le stoïcisme, ça va être des quatre grandes branches de la philosophie dans l'Antiquité, et c'est la branche que va adopter Marc Aurèle à la suite de ses enseignants. Il a eu plusieurs enseignants qui étaient dans cette mouvance-là, et donc Marc Aurèle va se réclamer du stoïcisme. Et plus particulièrement, dans ses écrits, il va se réclamer d'un auteur stoïcien qui s'appelait Épictète. On aura l'occasion de recroiser, à la fois dans cette vidéo et dans d'autres moments, cette figure d'Épictète, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je me concentre sur cette figure de l'empereur philosophe. Finalement, comment expliquer qu'un empereur ait pu nous laisser une œuvre de philosophie? Il était très occupé. Il avait à gérer un empire qui connaissait un certain nombre de crises, hein. Le règne de Marc Aurèle a été marqué par plusieurs crises, des crises frumentaires. L'année de son intronisation au pouvoir, la ville de Rome a dû subir une crise alimentaire, hein. Les récoltes étaient très minces. Le Tibre a connu une crue, donc le fleuve qui traverse Rome a connu une crue, ce qui veut dire que beaucoup de récoltes ont été gâchées. Il a dû affronter des épisodes de peste que les soldats avaient rapportés de guerre en Orient. Il a dû affronter des révoltes de certains contingents qu'il avait envoyés justement en Assyrie et qui avaient voulu faire sécession et se rattacher à un de leurs généraux qui voulait devenir empereur à la place de l'empereur. Bref, je vous passe la grande majorité des détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le règne de Marc Aurèle a été marqué par un certain nombre de crises et qu'en tant qu'homme politique, il a été extrêmement occupé. C'est pas du tout quelqu'un qui passait ses journées à étudier la philosophie, à lire des textes, alors même qu'il en avait très envie. Parce qu'il avait cette inclination intellectuelle, mais il n'avait pas forcément le loisir de pratiquer souvent la philosophie. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui permet d'expliquer la rédaction d'un ouvrage philosophique par un empereur? Bon. Alors, avant de répondre à la question,
Je dois m'attarder un peu sur le statut de ce livre, donc sur deux choses. D'abord sur le fait qu'il s'agisse bien d'un livre, et deuxièmement sur le titre de ce livre. Euh, les Pensées pour soi-même de Marc Aurèle ne sont pas vraiment un livre. Nous, ce qu'on entend par livre, c'est un ouvrage qui présente une forme d'unité interne, c'est-à-dire qui a été réfléchi à l'avance, qui a été pensé, qui a été structuré, qui a été conçu par son auteur, comme une suite logique de réflexions qui aboutissent à un certain terme à la fin du livre. Bon. Ensuite, le livre aurait été confié à un éditeur pour être publié, et ensuite il aurait été distribué par des librairies à un lectorat. Bon, c'est ça qu'on a en tête, nous, les modernes, quand on parle d'un livre. Les pensées pour soi-même n'obéissent pas du tout à ce schéma. Non. C'est pas vraiment un livre dans la mesure où c'est un ensemble de notes disparates qui ont été laissées à sa mort par Marc Aurèle. Et donc déjà, il manque le critère de l'unité interne. C'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble de papiers qui ont été laissés, alors dans certains cas de tablettes, qui ont été laissés par Marc Aurèle à sa disparition, sans travail de finalisation, sans travail de structuration. Aujourd'hui, par exemple, quand vous ouvrez le livre, vous voyez alors, nous, on serait tenté d'appeler ça des chapitres, mais le nom technique, c'est des livres à l'intérieur du livre. Le livre 1, le livre 2, le livre 3, etc. Donc ces différents livres, ou si vous préférez, ces différents chapitres, ils sont absents des tablettes de Marc Aurèle. Ils viennent des différents éditeurs postérieurs qui ont introduit des subdivisions dans le livre. Mais toutes ces divisions que vous trouvez entre différents paragraphes, entre différents chapitres, elles n'existent pas dans les notes de Marc Aurèle. D'accord? Ça, c'est un premier point. Ce qu'on en déduit, c'est que ces notes n'étaient clairement pas destinées à une publication. Marc Aurèle n'a pas cherché à diffuser ou à faire publier cette œuvre, euh, si on accepte même de parler d'œuvre pour cet ensemble de papiers disparates. Donc il manque aussi cette idée qu'un livre, c'est quelque chose qui est fait pour être diffusé ou pour être publié. D'où aussi le titre, hein, vous voyez que ça s'appelle Penser pour soi-même, c'est pas penser pour les autres, c'est pas penser pour un public, hein. C'est des pensées qui sont qu'on rédige pour soi. Alors, dans la suite de la vidéo, on sera amené à se demander pourquoi finalement écrire pour soi-même et pas écrire pour les autres. À quoi ça sert d'écrire pour soi-même? Mais en l'état, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une sorte de journal, dans le sens où on peut dire que des notes qu'on écrit en privé, dans l'idée de les garder pour soi, c'est une sorte de journal. Quand vous commencez à lire le travail de Marc Aurèle, vous remarquez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un journal au sens du journal intime. Le journal intime, c'est un document dans lequel on va consigner ses états d'âme, sa tristesse, ou au contraire sa joie, les événements qui vont affecter notre vie privée, etc., etc. Donc c'est un journal, mais c'est pas un journal intime dans le sens où Marc Aurèle finalement parle très peu, voire pas du tout, de ses états d'âme d'abord, de ses éventuelles émotions, de ses humeurs, et il parle très peu de sa vie privée. Ce qu'on observe, c'est plutôt une série d'exhortations. C'est quoi une exhortation? C'est un encouragement à agir de telle ou telle façon. Par exemple, avant une bataille, un général ou un gradé, il va exhorter ses troupes au courage, c'est-à-dire il va les encourager à se montrer braves pendant la bataille. Eh bien, c'est un peu cette série d'exhortations qu'on retrouve dans les Pensées pour soi-même de Marc Aurèle, hein. C'est Marc Aurèle qui se parle à lui-même et qui s'encourage à tenir tel ou tel type de comportement. Bon. Donc ça veut dire que finalement, on aura un journal où l'auteur va se parler à lui-même. Il va se diviser en deux fonctions quelque part. L'auteur en écrivant va essayer d'incarner la raison, hein, la raison qui va s'adresser à l'âme de Marc Aurèle. Donc on va avoir toujours cette forme de dialogue avec soi où la raison qui incarne donc la vertu, le bon comportement, le comportement droit pour un homme, qui va essayer donc d'encourager l'âme de Marc Aurèle à bien se tenir, à bien se comporter. Donc je reviens sur pour l'instant cette idée du livre, hein. Ce n'est pas exactement un livre, puisque c'est un ensemble de notes qui n'étaient pas destinées à la publication. Maintenant le titre, justement. Ce titre, Les pensées pour soi-même. Tout à l'heure, je posais la question, finalement, pourquoi écrire pour soi-même? À quoi ça sert d'écrire pour soi-même? Normalement, on écrit pour les autres, on écrit pour convaincre les autres, pour les informer, pour leur transmettre certaines émotions si on écrit de la fiction. On écrit pour ce genre de raisons, mais pourquoi écrire pour soi-même? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir au statut de la philosophie à l'époque antique. Ce que vous vivez, vous, en cours de philosophie, c'est un discours essentiellement spéculatif, un discours qui s'interroge sur la nature de la réalité, qui va diviser la réalité en plusieurs secteurs, la nature,
culture, la société, bon, plusieurs secteurs d'interrogation, et on va chercher à découvrir des choses sur ces divisions, ces dimensions de la vie, de l'expérience humaine. Bon. Donc, on retient que pour nous, la philosophie, c'est plutôt une activité spéculative. On cherche à connaître des choses, on cherche à apprendre des choses. Pour les Grecs, ce n'est pas ça. Je dis pour les Grecs parce que Marc Aurèle est un Romain qui s'exprime en grec, enfin, les pensées pour soi-même ont été rédigées en grec, et qui a en tête tout un ensemble de philosophes grecs, hein, donc de l'époque de la domination grecque sur le bassin méditerranéen, et de philosophes qui s'exprimaient en grec, hein. Donc voilà, l'atmosphère intellectuelle de Marc Aurèle et de tous les intellectuels romains de son époque, c'est vraiment la Grèce antique, la philosophie de langue grecque de l'Antiquité. Donc, je vous disais à l'instant que la philosophie antique, elle n'obéissait pas exactement à ce qu'on avait en tête quand on parle de philosophie, nous, aujourd'hui. On disait, hein, nous, aujourd'hui, enfin, pour nous, la fonction de la philosophie est spéculative, elle sert à apprendre des choses. Pour les Grecs, et par extension pour Marc Aurèle, la philosophie sert à changer de vie. Elle sert à modifier la forme qu'on donne à son existence. Elle sert à vivre autrement. D'accord? Il arrive à tout le monde d'être malheureux, d'être insatisfait de la vie. Soit pour des raisons plus ou moins graves, hein, la maladie, le caractère inéluctable de la mort, le fait qu'on puisse vivre dans un pays en guerre, c'est pas notre cas pour l'instant, le fait que nos proches puissent subir des malheurs, etc., etc. Bon, il y a tout un tas de raisons d'être insatisfait de la vie. La mission que s'est assignée la philosophie grecque, hein, ce qu'on retrouve vraiment comme tâche dans la philosophie grecque, c'est d'essayer, au moyen de la philosophie, d'adapter son âme à ses éventuels malheurs, de se protéger contre ce que la vie peut avoir de difficile, et, si on regarde le versant plus positif des choses, d'essayer d'être heureux, d'essayer de se rendre heureux par ses propres moyens et par un travail de l'intelligence. Donc si vous voulez, il y a deux composantes dans cette idée de la philosophie. Il y a une composante théorique, l'idée que la philosophie, c'est d'abord un ensemble de discours qui recherchent évidemment la vérité sur un certain nombre de sujets. Et donc là, on rejoint la définition contemporaine de la philosophie, mais ce volet théorique n'a d'intérêt pour eux que s'il permet de changer sa vie, que s'il permet de vivre mieux. Et donc, enfin, la finalité de la théorie n'est pas théorique, mais elle est bien pratique. Donc là, c'est le deuxième volet. C'est l'idée que la philosophie permet de se prémunir contre certains malheurs et éventuellement de conquérir une forme de tranquillité, une forme de sérénité, voire une forme de bonheur. Voilà. On a ce double volet, hein, théorique et pratique, l'idée que la connaissance de la vérité sur le monde permet d'atteindre une forme de sécurité, une forme de droiture aussi dans l'action, parce qu'il n'y a pas seulement la perspective du bonheur individuel, il y a aussi la perspective du rapport aux autres, comment bien se comporter avec les autres, comment avoir un comportement vertueux, comment bien agir. Question essentielle dans la philosophie grecque. Et donc cette finalité pratique de la philosophie antique, elle s'exprime chez les philosophes par la notion d'exercice spirituel. Alors, exercice spirituel, c'est un concept qui a été inventé par un chercheur du XXe siècle qui s'appelle Pierre Hadot, Hadot, qui a rédigé un excellent ouvrage d'ailleurs sur les pensées pour soi-même de Marc Aurèle, hein. C'est un ouvrage qui s'intitule très sobrement Introduction aux pensées de Marc Aurèle. Je l'ai sous la main, il ressemble à ça. Voilà, donc c'est publié au livre de poche, si ça vous intéresse. C'est un volume un peu épais, donc je vous recommande pas forcément de le lire pour le bac, mais ça peut avoir son utilité. Et donc Pierre Hadot, il nous dit que euh, pour les philosophes grecs, on parvient à changer sa vie par des exercices spirituels. Alors, cette notion d'exercice spirituel, elle se comprend bien en la comparant à la notion d'exercice physique. Je pense que tout le monde comprend ce qu'est l'exercice physique. Par exemple, dans le sport, on va exercer son corps, on va exercer ses muscles à pratiquer certaines activités. Par exemple, pour être un bon footballeur, on doit exercer ses jambes à la course. Bon, on doit courir souvent, donc on doit être endurant. La course permet de développer cette qualité qu'est l'endurance. Les tennismen, ils doivent s'exercer à l'adresse, ils doivent avoir des mouvements précis pour renvoyer la balle. Donc ils vont exercer certains muscles du bras et du poignet, aussi de la poitrine. Et cet exercice va leur servir à développer cette faculté de renvoyer la balle adroitement, exactement à l'endroit où on voulait l'envoyer. Et ça permet de mettre en difficulté l'adversaire
et ultimement de gagner des matchs. Donc voilà, l'exercice physique, ça va être ce fait de développer une certaine compétence du corps dans une certaine finalité. Devenir bon au football, devenir bon au tennis, ce genre de choses. Et ben l'exercice spirituel, c'est pareil pour l'âme de l'homme. C'est-à-dire que pour les philosophes grecs, alors, petite parenthèse, à chaque fois que je dis les philosophes grecs, il faut le prendre avec un grain de sel parce que évidemment les philosophes ne disent pas les mêmes choses, hein. C'est pour ça qu'on a plusieurs traditions philosophiques. Mais globalement, pour Pierre Hadot, il y a cette idée quand même centrale chez tous les philosophes grecs que l'âme doit être exercée dans ses facultés. Elle doit s'exercer d'abord à réfléchir correctement. C'est-à-dire que pour les philosophes grecs, on ne peut pas faire l'économie de la logique, de cet art d'enchaîner les pensées correctement. Elle doit s'exercer également à désirer correctement. On reverra très souvent cette idée chez Marc Aurèle, hein, vous allez le voir, parce que c'est aussi une idée centrale dans le stoïcisme, le mouvement auquel se rattache Marc Aurèle, hein. Désirer, c'est une chose qui s'apprend. Les hommes sont malheureux parce qu'ils désirent mal. Ils désirent des choses qui sont pas forcément en leur pouvoir, et quand ils les obtiennent pas, ça les rend très malheureux. On peut désirer la gloire, on peut désirer la richesse, mais le problème c'est que ces choses ne dépendent pas uniquement de notre action, voire ne dépendent pas du tout de notre action. Et donc, quand on désire mal, quand on désire ces choses qui sont pas en notre pouvoir, eh ben on risque de se rendre malheureux. L'âme, elle doit également apprendre à vouloir correctement. Et vous voyez, là, je réutilise la distinction qu'on a faite en cours entre désirer et vouloir. C'est-à-dire, l'âme, elle doit apprendre à impulser des actions correctes, à donner naissance à des actions correctes dans le cadre de la communauté humaine. C'est-à-dire que dans notre rapport aux autres, certaines actions sont bonnes et d'autres sont mauvaises. C'est-à-dire que secourir autrui, on admet intuitivement que c'est bon. Et un philosophe comme Marc Aurèle dirait que le secours d'autrui, c'est bien parce que ça manifeste et ça développe en nous une certaine vertu qui est, par exemple, je sais pas, la compassion ou la serviabilité, je sais pas comment dire, mais en tout cas, ça développe quelque chose de bon en nous. Voilà. Et c'est ça le critère du bien finalement, c'est que la bonne action, c'est celle qui va développer, qui va faire croître en nous une tendance à agir droitement, une tendance à agir correctement. Bon. Donc vous voyez, la mine de rien, je viens de vous donner les trois grandes directions de la philosophie de Marc Aurèle, c'est-à-dire l'éducation de l'intelligence, l'éducation du désir et l'éducation de la volonté. Donc on peut aussi le formuler sous la forme de trois questions, hein. Comment désirer correctement? Comment apprendre à... Enfin, voilà, si je reprends les choses dans l'ordre, excusez-moi. Comment bien penser? euh, la logique. Comment bien désirer? Ce serait l'art de la gestion de nos désirs. Et comment bien vouloir? Ce serait l'art de contrôler ses actions dans le cadre d'une vie qui est toujours une vie sociale, une vie avec d'autres gens. Trois grandes directions, donc. Et aussi trois formes d'exercice auxquelles on peut livrer son âme, hein. Ce qui me permet enfin d'expliquer le titre et de répondre à cette question qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Marc Aurèle a pris la peine de rédiger des pensées pour lui-même et non pas pour les autres? Parce que l'écriture, pour Marc Aurèle, était une forme d'exercice spirituel. C'est-à-dire qu'écrire, pour lui, c'était le moyen de se rappeler ces idées fondamentales de son courant philosophique, donc le stoïcisme, hein, de se rappeler ces idées fondamentales qui lui permettaient de mieux vivre, de mieux supporter son destin, de mieux vivre avec les autres, de mieux supporter la maladie, la souffrance, etc. Et en fin de compte, d'être plus heureux, hein. L'écriture lui permettait de revenir à des idées qu'il pouvait oublier parce que c'était un homme occupé, c'était un homme qui devait gérer des affaires militaires, des affaires économiques, des affaires judiciaires. Et donc l'écriture lui permettait de se reconnecter, j'aime pas ce verbe mais je vais l'employer quand même, de se reconnecter avec des idées qui le remettaient dans le droit chemin, si vous voulez. Et ça, c'est un exercice spirituel. Voilà, le fait de prendre ses notes comme ça, tous les jours, ou du moins très fréquemment, pour lui, c'était une façon de remettre sa vie sur le droit chemin, sur le chemin qui pouvait mener à une forme de tranquillité, alors même que chaque jour lui présentait un nouveau défi, si vous voulez. Donc c'est vraiment l'écriture comme exercice spirituel, comme façon de gérer son âme, comme on pourrait gérer une entreprise, comme on pourrait gérer je sais pas, un club de football, bon, de gérer son âme afin qu'elle ne soit pas sujette au malheur et qu'elle puisse justement se protéger contre ce que la vie nous apporte de terrible, de difficile à supporter, etc., etc. Donc voilà, en fait, il a écrit pour lui-même, mais dans un sens très fort du pour. Il a écrit pour son propre bonheur, si vous voulez. Mais pas dans le sens où l'écriture était simplement un plaisir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que penser pour soi-même, ça ne veut pas dire penser et rédiger pour soi-même,
dans le but de se divertir ou de s'amuser. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est penser pour soi-même dans le sens où la formulation de ses pensées est un moyen d'aller mieux, est un moyen de se prémunir contre certains malheurs et ultimement un moyen d'atteindre une forme de sérénité, une forme de tranquillité de l'esprit. C'est comme ça qu'il faut comprendre, à mon sens, le titre Penser pour soi-même. Bon. Alors, en formulant ses pensées, Marc Aurèle n'essaie pas du tout de formuler une œuvre philosophique originale. Nous, on a dans l'idée que lorsqu'un écrivain ou un philosophe publie un livre, c'est pour dire quelque chose de nouveau, pour formuler une pensée nouvelle ou pour raconter une histoire qui n'a jamais été racontée pour l'instant. Encore une fois, les philosophes grecs et romains étaient très différents de nous à ce point de vue. C'est-à-dire que Marc Aurèle ne prétend pas faire une œuvre philosophique qui se distinguerait de celle de ses prédécesseurs. Et même ceux qu'on appelait philosophes, pardon, dans l'Antiquité, c'était pas des gens qui professaient une doctrine nouvelle. C'était même parfois des gens qui n'écrivaient pas, qui ne laissaient aucune œuvre écrite. C'était des gens qui se conformaient à un certain mode de vie. Euh, Ce mode de vie, dans les grands traits, hein, se caractérisait très souvent par une forme de sobriété voulue, par le renoncement à certains plaisirs faciles que l'existence pouvait offrir. La débauche, l'alcool, les femmes, ou les garçons d'ailleurs, puisque moi je vais pas rentrer dans les détails, mais les plaisirs que la vie pouvait offrir et qui, bien souvent, pouvaient nous décevoir. Donc les philosophes se caractérisaient par un retrait par rapport à ces plaisirs-là et par plutôt une mise en valeur de la sobriété, de l'exercice de la vertu, des vertus comme le courage, la sincérité, l'amitié. Les philosophes avaient souvent un mode de vie commun où ils allaient se regrouper, vivre plus ou moins entre eux, du moins la journée, se fréquenter très souvent, etc., etc. Donc l'exercice, souvent en commun, de la vertu devait être le centre de l'existence. Et donc, un philosophe, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup de philosophie ou qui donnait des leçons de philosophie ou même qui connaissait bien l'œuvre des autres philosophes. C'était quelqu'un qui vivait comme un philosophe, qui essayait de mettre en pratique les conseils donnés par les philosophes. Donc à ce compte-là, il y avait quelque chose, disons, de religieux dans la philosophie grecque et romaine, parce que c'était un discours qui était couronné par une pratique. Un discours qui ne pouvait en aucun cas être coupé de la pratique. Donc de la même façon que vous diriez que, par exemple, je sais pas, un chrétien qui n'irait jamais à la messe ou qui ne ferait jamais aucun sacrement, bah, peut-être que ce serait pas un chrétien très sincère. De la même façon pour les Grecs et les Romains, un philosophe qui se contenterait de parler de philosophie sans la mettre en pratique, ce serait pas vraiment un philosophe. Alors que nous, on peut tout à fait concevoir, par exemple, que à l'université, on croise des professeurs d'éthique qui soient par ailleurs dans leur vie privée des salauds absolus. On pourrait tout à fait concevoir qu'il existe des professeurs d'esthétique, c'est-à-dire des professeurs de philosophie de l'art, qui par ailleurs ne s'intéressent pas vraiment à l'art. Bon. Mais, encore une fois, je reviens à mon idée, les philosophes grecs et romains étaient là pour appliquer concrètement dans leur vie une certaine doctrine. Parce que le but de la philosophie n'était pas de savoir des choses ou d'apprendre des choses, mais bien d'être heureux et d'être libre. Et finalement, c'est un peu les deux grandes questions que se pose Marc Aurèle tout au long de son ouvrage. C'est comment puis-je être heureux alors que chaque jour il m'arrive des infortunes terribles. Donc comment être heureux malgré un destin hostile ou un destin difficile à supporter? Et deuxième question, comment être libre alors que on a tous un rôle dans la vie qui nous contraint à effectuer certaines actions et à ne pas effectuer d'autres actions. En l'occurrence, Marc Aurèle était empereur de Rome, ça impliquait d'énormes obligations en termes d'emploi du temps, en termes de cérémonies à respecter, à honorer, en termes de rapport avec les autres. Parce que mine de rien, le fait d'avoir tout un, tout un milieu de gens qui sont à votre service, qui vous écoutent, qui auront peut-être envie de vous flatter, ça peut vous faire tourner la tête. Donc comment aussi résister à ce genre de pression? Comment résister à l'inimitié qu'on peut vous vouer? Parce que vous savez qu'un chef d'État et de façon générale un responsable politique, c'est quelqu'un qui est fatalement détesté par une partie de la population. Voilà, donc comment être libre malgré toutes ces contraintes qui pèsent sur nous? Et pour Marc Aurèle, la question c'était vraiment voilà, comment rester un homme libre malgré ces contraintes liées au métier d'empereur et au statut de citoyen d'Europe de façon générale. Comment être heureux? Comment être libre? Évidemment, pour lui, ces deux questions étaient mêlées, puisque on ne saurait pas être heureux si on n'est pas libre. Si je ne suis qu'un esclave, alors, enfin, si tout est déterminé à l'avance, si je n'ai aucune marge de liberté, je ne peux pas me rendre heureux par mes propres moyens, puisque je ne peux pas agir. Et inversement, si je ne suis pas heureux,
Alors, sans doute que je ne peux pas être libre, puisque ça signifie que euh, j'ai pas les moyens concrets de changer mon existence. Donc finalement, il y a une interdépendance des deux questions, la question de la liberté et la question du bonheur, euh, qui sont séparées en droit. Hein. Bonheur et liberté étant deux questions, deux concepts différents, mais le bonheur et la liberté, bah, c'est pas la, pardon, j'ai pas été, j'ai pas été très clair. Je voulais dire que ce sont deux questions qui sont séparables en droit, dans la mesure où il faut intervenir des concepts différents, mais qui sont inséparables en fait, puisqu'en fait, vraiment pour Marc Aurèle, c'est la même chose. Bien. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier un certain nombre de textes tirés de l'œuvre. On va en étudier six, d'accord? Euh, alors, 6 ou 7, j'ai pas encore décidé. Je pense que je ferai une petite vidéo introductive sur Épictète. Parce que j'ai eu l'occasion de vous le dire très brièvement, toute la philosophie de Marc Aurèle est très 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 largement inspirée donc, du stoïcisme de façon générale, et plus particulièrement d'un philosophe qui s'appelait Épictète, qui a vécu avant Marc Aurèle par définition. Et donc, en réalité, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce que dit Marc Aurèle si on ne commence pas par comprendre ce que dit Épictète. Donc, je ferai une petite vidéo initiale sur Épictète, dans laquelle je commenterai les 5 premiers paragraphes du manuel d'Épictète. Le manuel d'Épictète, c'est un ensemble de notes de cours qui ont été prises par un de ses élèves, qui s'appelait Arien, et on sait que Marc Aurèle a eu accès à ces notes de cours. On sait qu'il les a lues. Donc, je ferai une petite vidéo introductive sur le manuel d'Épictète, qui est vraiment la source de toute la philosophie de Marc Aurèle. Et ensuite, on fera 6 vidéos, vraiment sur le texte de Marc Aurèle. Je vous transmettrai en PDF les références de chaque texte qu'on va étudier, d'accord? Les 3 premières études de texte correspondront aux 3 grandes règles que donne Marc Aurèle pour diriger sa vie. C'est les règles que j'ai évoquées tout à l'heure. La discipline de l'intelligence, bien penser, comment bien penser. La discipline du désir, comment bien désirer. La discipline de la volonté, hein, comment commettre des actions qui sont appropriées, qui sont convenables dans un cadre social. Hein. Et on étudiera 3 autres textes qui ont trait tantôt à la nature, tantôt à la question des dieux, hein, tantôt à la question du temps. Donc voilà, on aura une vidéo introductive sur Épictète, et ensuite 6 vidéos, 3 vidéos sur les 3 règles. Je rappellerai ces règles hein, dans les vidéos, vous inquiétez pas. À chaque fois, ce sera contextualisé. Et 3 vidéos sur la nature, pardon, sur la mort, les dieux et sur le temps. Voilà tout. Bon courage.